Cultiver l'avenir. Cultiver l'avenir. J'avais 8 parcelles sur 140 hectares. J'en ai 38. Donc ça donne un peu l'idée du morcelage, de la répartition, de la division. Cultiver l'avenir. La nature, on peut lui envoyer des messages en lui disant écoute, t'as le couvert, t'as à manger, t'as le gîte, tu peux venir t'installer. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Une fédération, un réseau pour s'adapter au changement climatique et favoriser la biodiversité. Par Laure Sari. Épisode 8. Se diversifier et favoriser la biodiversité chez Gonzague, dans la Somme. C'est le 13 juin 2024. Je suis dans un TER en direction de Compiègne, où Lucie va venir me chercher pour aller chez Gonzague à Erleville, dans les Hauts-de-France. Gonzague, il a travaillé toute sa ferme autour de la notion de mosaïque paysagère. En gros, il a réduit la taille de ses parcelles et il a diversifié ses cultures. Salut Lucie. Ça va? Oui, et toi? Enchantée. Enchantée. Ouais, ça va. Allô? Oui, bonjour Gonzague, c'est Lucie de Bio Hauts-de-France. Oui. Et juste pour te dire, on sera chez toi pour 11h. Ok, à tout à l'heure. Tu t'occupes de tous les Hauts-de-France? Alors non, moi normalement je suis sur le territoire de l'Oise, mais j'ai une casquette un peu biodiversité sur tous les Hauts-de-France. C'est marrant, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Grande culture, des champs à perte de vue, donc il y a des moments où tu as un peu du mal à te repérer, ouais. Comme l'optique c'était de produire toujours plus, c'était d'augmenter la taille de ces parcelles, donc faire disparaître effectivement toutes les séparations potentielles qu'il y a pu y avoir, agrandir les parcelles déjà existantes, avec les transmissions, avec les reprises de ferme, d'obtenir plus de parcelles aux alentours et pouvoir agrandir son champ. Et c'est quoi qui est cultivé ici? Du coup, ça va être beaucoup céréales quand même. Céréales et un peu de légumes de plein champ, notamment pommes de terre et betteraves. On est en France les champions de la pomme de terre, dans les Hauts-de-France. Waouh, c'est magnifique. On a de la chance, on a peut-être pas besoin des bottes aujourd'hui. Oula, pardon. Peut-être pas besoin Des bottes. Oui, Gonzague, on est arrivé. Tu peux nous décrire la maison? Là, on a vraiment un bâtiment typique de chez nous, dans les Hauts-de-France. Donc, c'est une grande longère en briques rouges avec des volets bleus. On voit qu'il y a beaucoup de lierre sur la maison. Donc, premier accueil de la biodiversité, hein, rien que la maison de Gonzague. C'est clair. Parce que là, le lierre, c'est quelque chose de très bénéfique pour les oiseaux. Ils ont une fructification qui est assez tardive. Donc qui permet aussi aux oiseaux de manger pendant l'hiver. Et en plus, vous avez énormément d'insectes qui peuvent venir se cacher, des chauves-souris qui peuvent y passer la journée. Vraiment, le lierre, c'est l'ami de la biodiversité. Et puis on voit devant la maison, du coup, plein de hautes herbes. On voit des petites, je sais pas si tu les vois là-bas, mais il y a aussi des espèces de petits gîtes à abeilles qu'il a mis sur sa fenêtre. Ouais. Du coup, ça grouille un petit peu de partout. On sent que c'est une maison qui a de la vie. Bonjour Gonzague. Bonjour. T'en as profité pour faire quelques semis là ce matin? Ouais, c'est ça, exact. Chouette, parce que là, c'est quoi? Il repleut bientôt, c'est ça? T'en profites avant qu'il repleut? Ouais, là, cette année. C'est pénible cette année. Ouais, franchement, ça commence à être compliqué. Je pense. Faut être bien accroché. Ouais. T'as pris beaucoup de retard ou? Ouais, ça fait 3 semaines qu'on fait rien. Oh, putain. Un petit mois. On devrait avoir tout fini, on n'a rien fait. Oh punaise. C'est comme ça. Malheureusement, on peut pas faire grand chose. Dérèglement climatique. Ça aurait été mieux qu'on vienne un jour de pluie alors en fait. Parce que là, c'est le jour où tu pourrais rattraper le retard. Ouais, c'est comme ça. Si tu veux. Ça tombe toujours comme ça, malheureusement. Ouais, c'est comme ça. Il faut que j'aille bouger les. En fait, je bouge les vaches tous les jours. Donc, on fait ça, allez. Allez, c'est parti. On a besoin des bottes ou pas? Ah non. Non, c'est bon. Non, on a besoin d'une voiture. Il y a combien de places dans ta voiture? Moi, j'ai 4 places. Ah bah c'est parfait.
Je te laisse m'indiquer. À gauche. Donc là, on va bouger les vaches. Une partie du troupeau. Les autres, je les ai fait hier soir. Toutes ces terres là qu'on est en train de traverser, c'est à toi? Alors j'ai une superbe exploitation. C'est ça aussi qui m'a motivé à ralentir un petit peu. Ouais, tu vas pouvoir te garer là-bas à droite. C'est ça aussi qui m'a motivé à faire de l'élevage, c'est que tout est regroupé. J'ai absolument les 139 hectares derrière la ferme. En fait. Ah oui, ils sont là les vaches. Alors, on va les appeler. Hein. Donc, Ouais. En fait, ouais. Elles viennent quand tu les appelles. Ouais. Trop bien. Né. Bon, tu vois, là c'est silence radio. C'est l'effet démonstration. C'est parce Hein qu'on est 3 là, non? Non, même c'est. pas. Il y a 3 groupes en fait. Bon là il y a 130 animaux en tout. Et là il y a 3 groupes il y a 3 troupeaux. Il y a les mères avec leurs veaux. Il y a les futures mères. Et puis là c'est les génisses, Ok. ce qu'on appelle les élèves. Donc les élèves sont un petit peu plus durs de les faire bouger. Ils sont bien installés, tu vois, ils sont couchés, plein soleil, à l'abri du vent. Et elles sont impeccables, mais elles vont bouger. Hein. Et en fait, on les fait tourner en laissant un parc toujours entre chaque troupeau. C'est du pâturage tournant très dynamique. Tu peux expliquer ce que c'est le pâturage tournant dynamique s'il y a des gens qui ne savent pas? Oui, bien sûr. Donc c'est en fait le fait de faire pâturer un troupeau dans un endroit différent tous les jours. Enfin après, la fréquence à laquelle on bouge le troupeau peut être changée selon les exploitations. Mais l'idée en fait c'est d'essayer de donner du temps à la végétation pour se refaire avant de remettre un troupeau dessus. Et en plus, c'est assez bénéfique pour le troupeau. Comme ça, il a de l'herbe neuve presque à chaque fois. C'est quoi comme vache? C'est de la Salers. C'est mon pulvérisateur, les vaches. C'est-à-dire elle remplace, tu veux dire? Ouais, elle remplace. Et en fait, c'est pas les vaches en elles-mêmes, c'est le fait qu'il y ait une prairie temporaire pendant 3 ans qui fait que j'ai des terres beaucoup plus propres. Donc tu vois, je préfère bouger les vaches que mon pulvé. T'as raison. Tu m'as pas dit, toi, l'exploitation, tu l'as reprise de ta famille, c'est ça? Oui, c'est l'exploitation familiale de mon grand-père, des Belges, tu sais, après-guerre, beaucoup de Belges qui sont venus s'installer ici en France, D'accord. après la Seconde Guerre mondiale. Et toute la surface, c'était déjà à ta famille ou t'as... Ouais, tout était déjà, oui. Ok, waouh. Qu'est-ce qui t'a poussé à te convertir au bio? La bio plutôt. C'est un florilège, il y a plein de choses qui font... tu sais, c'est un peu comme une coupe qui se remplit, et puis elle se remplit, puis d'un seul coup, la dernière petite goutte. Je vais te parler de la goutte qui fait déborder le vase. La goutte qui fait déborder le vase, donc j'étais associé à l'époque avec mon frère. Je traitais 2700 hectares. On avait 300 hectares, je traitais 2700 hectares en développé. C'est-à-dire qu'on passe 10 fois sur la même parcelle, en moyenne. Donc je suis marié, j'ai 4 enfants. Un samedi, j'ai épluché des pommes de terre pour faire des frites avec les enfants. Et au fur et à mesure que j'épluchais les pommes de terre, tu sais, je faisais tourner dans ma main, j'épluchais. Dans ma tête, je voyais les bidons qui tournaient devant mes yeux à tour de rôle, les bidons de produits phyto que je mettais dans le pulvé pour traiter les pommes de terre. Et plus je tournais, plus je voyais les bidons. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je suis en train de faire manger ça à mes gamins. Ça, c'est la goutte d'eau, voilà, qui fait déborder le vase. Prise de conscience. Donc j'ai converti en 2010 l'intégralité de l'exploitation. Donc on faisait culture traditionnelle sur le secteur, donc betterave, pommes de terre, blé. Et j'ai regardé, j'avais 8 parcelles sur 140 hectares. J'en ai 38. Donc ça donne un peu l'idée du morcelage, de la répartition, de la division. Donc pour moi, une bonne parcelle à taille humaine, où tu peux la cultiver sans pesticides, sans engrais chimiques, c'est 5 hectares. Alors c'est pas tombé du ciel, c'est que ces 5 hectares-là,
Moi, je pars du principe qu'en fait, un milieu cultivé doit être aussi équilibré. Et l'équilibre, sur une culture annuelle, tu ne peux pas l'avoir. Enfin, tu l'as temporairement. Tu ne peux l'avoir que sur une haie ou un élément fixe. Tu vois, ça, la haie, là, c'est ma réserve, en fait. Ma réserve d'insectes, pollinisateurs. On avait fait un diag il y a quelques années. J'ai 65 espèces d'abeilles sauvages. Je n'ai pas de repères, mais pour moi, c'est énorme. Donc, si ce milieu-là est équilibré, les insectes, on part du principe qu'ils peuvent faire 50 mètres dans la parcelle. Donc, en fait, une haie de chaque côté, ça te fait 100 mètres de large. Sur 500 mètres de long, ça fait 5 hectares. J'essaye. Tu as dit qu'au départ, tu avais 8 parcelles, c'est ça? Et maintenant, tu en as 38, si je dis pas de bêtises. Ouais, une quarantaine de parcelles, ouais. Est-ce que tu pourrais raconter les grandes étapes qui t'ont permis d'arriver à ce rétrécissement des parcelles? Ah, je déteste faire ça, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, l'historique, je l'ai en tête, mais la différence entre expérience et intuition, elle est infime, en fait. Et si tu veux, au fur et à mesure, j'ai observé, j'ai mis ça j'ai rangé, mon cerveau il a rangé, comme dans une boîte à outils. Et puis l'intuition fait en sorte que il va se servir les outils, sans obligatoirement en parler, mais il va aller chercher ses outils, puis il va me dire Gonzague fais ça, c'est sûr que tu as déjà fait ça, ça marche, ou ça c'était pas mal. Donc j'ai beaucoup de mal à mettre en avant ou le processus intellectuel, parce qu'en fait il est hyper complexe. Il est d'une part élaboré, mais il y a une part d'intuition, de feeling, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ou de ressenti. Là, tu as une bonne vue sur l'ensemble de la ferme. Tu veux décrire? Ah si tu veux, oui. Ouais. T'as tout ce qui est fixe. Les éléments fixes, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu vois, par exemple, tu as 2 bandes de Miscanthus, là. C'est ça, là? Ouais, c'est ça, là, la culture Miscanthus giganteus. Ok. On récolte ça tous les ans et je fais de la chaleur avec. Donc je chauffe ma maison, les 8 logements sociaux qu'il y a devant la maison. Et je suis autonome pour tout ce qui est chauffage et production d'eau chaude. En 2005-2006, je veux faire des logements sociaux. J'ai été locataire, moi, avant d'être agriculteur, locataire, j'étais salarié. Et je voulais faire des logements. Je me disais, si je mets des radiateurs électriques, ça le fait pas ou ça me ressemble pas. Donc j'avais cherché une énergie que je pouvais produire sur l'exploitation. Donc c'est là que j'ai trouvé les Miscanthus, j'en ai planté 3 hectares. Et je me suis dit, tiens, on va mettre un élément fixe dans le paysage pendant X années. Ça serait bien de savoir ce qui va se passer au niveau biodiversité. Je fais la rencontre de quelqu'un qui est à l'association l'ADEP, l'association des entomologistes de Picardie. Et je lui fais part de mon interrogation. Tu sais, on dit, tu veux voir la biodiversité, plante des haies. Ah bon, d'accord, super. Mais quel type de haies, quel genre d'espèces, quelle densité, bon, tout ça, on ne sait pas trop. Donc je me dis, ça serait quand même intéressant de pouvoir dire à un exploitant, hop, vous êtes ici au niveau biodiversité, vous pouvez être là, et il faut faire ceci pour être là. J'en démordrai pas, mais j'ai toujours en arrière-pensée et à un moment donné, il faut qu'on mette des couleurs à tout ça. Même si je suis daltonien, c'est pas grave, mais il faut mettre des couleurs. Gars, t'es dans le rouge, là, vraiment, t'es à ce niveau-là, tu peux être dans le vert ou dans le marron, mais il y a un moment donné, il faut une marge de progression. Il faut quantifier, il faut ramener de la science. Donc ramenons de la science. Mais pour tout ça, il faut ce qu'on appelle un point zéro, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on fait une photo de l'exploitation, et Manu me dit, si, moi ça m'intéresse, on le fait. Donc il a fait ça pendant 1 an. Moi, je l'ai poussé à Bio des Hauts-de-France. Et en fait, on a élargi à une dizaine d'exploitations sur les Hauts-de-France où on va faire le diag. Et voilà, les 8 diags là, sont partis. On verra dans des typologies d'exploitation un peu différentes de la mienne, fort diversifiées. Et dans les autres exploitations où ça a été fait, elles ressemblent à la tienne ou c'est plutôt de l'agriculture? Non, il y a du... Ah non, vas-y. C'est uniquement des exploitations en agriculture biologique, mais c'est vrai que c'est des exploitations assez différentes. Vraiment dans toutes les Hauts-de-France, et on a essayé de diversifier un peu.
sur la base d'une volonté de certains producteurs justement d'essayer de... On sait que l'agriculture est bénéfique pour la biodiversité, de par effectivement l'absence d'utilisation de pesticides. On le sait aussi de par justement la mosaïque de paysages. Mais on n'a pas encore vraiment d'informations directes. Donc les agriculteurs voient effectivement plus d'insectes, plus d'oiseaux, mais à un moment, ils ont envie de se poser aussi et de savoir exactement ce qu'il y a. Et on a aussi encore un objectif là justement pour l'instant c'était des inventaires arthropodes uniquement, donc tout ce qui est insectes, araignées. Mais l'idée c'est d'étendre à d'autres taxons, donc à d'autres espèces animales et notamment les oiseaux et les mammifères. Donc avec le soutien de l'OFB et bien sûr le partenariat avec plein d'associations naturalistes. Picardie Nature, le Conservatoire d'espaces naturels, le groupement ornithologique du Nord. J'ai peur d'en oublier, mais en tout cas voilà, avec plein d'associations locales. L'objectif c'est justement d'essayer de voir comment on peut travailler pour rendre tangible effectivement les bienfaits de l'agriculture biologique sur la biodiversité. Voilà. Alors on pourrait faire un parallèle entre la culture annuelle, la vache et l'arbre. Alors ils sont tous les trois dans des espaces-temps différents. La vache, je connais son père, je connais sa mère, je connais ses enfants, je connais le taureau sur plusieurs années. Bon. La culture annuelle, je vais la semer, j'ai acheté de la semence, je vais la récolter, point barre. Et encore au-dessus de tout ça, tu as l'arbre. Alors lui, l'arbre, il est champion du monde. Parce que tu le plantes, il voit tes enfants naître, il voit tes enfants grandir, et il te voit mourir. Faut pas l'oublier ça. Puis il est toujours là. Mon idée principale, au départ, c'était d'essayer de marier ces trois espaces-temps. Et j'en ai même oublié un, parce que tout à l'heure on a parlé du miscanthus, ou de la prairie, qui est un mix, c'est-à-dire que 2-3 ans, il y a un petit mix sur l'histoire de la prairie temporaire et sur l'histoire de la légumineuse qui reste en place plusieurs années, qui est une plante extraordinaire. On n'a pas fait mieux. Donc, pour venir sur mon processus, on monte les étages après étage. Première plantation 2005. Là, j'avais plutôt une dimension biodiversité, parce que je m'apercevais que ça partait très très vite, trop vite. Biodiversité érosion. On avait eu des grosses pluviométries. On avait un gros îlot parcellaire avec de la fuite de la matière de la terre, et ça c'est pas bon. Donc on a repositionné des buissons à des endroits très spécifiques, avec une haie, avec une bande enherbée, pour essayer de limiter l'érosion et favoriser la biodiversité. Et puis de là est venu le fait que tiens, il y a des espèces qui poussent bien, il y en a d'autres qui poussent pas. On va replanter, on va rediviser, on va reprotéger. Donc c'est peut-être la notion de maillage aussi. Maillage, parce qu'il y a un lien entre tout ça. Tu vois l'oiseau blanc là, le gars qui s'envole. Ouais. C'est un héron garde-bœuf. Donc tu vois, un héron garde-bœuf dans le Santerre. Bon, moi ça me parle parce que les hérons garde-bœuf, j'ai eu des vaches en 2010, ils ont mis 10 ans à venir. Tous les ans, il y en avait un ou deux qui passaient, ils se posaient, ils regardaient les vaches. Au bout de 10 ans, il y en a maintenant régulièrement une quinzaine, voire même quand c'est la période de migration, une quarantaine. Donc tu vois, la nature, on peut lui envoyer des messages en lui disant, écoute, t'as le couvert, t'as à manger, t'as le gîte, tu peux venir t'installer. C'est pour ça que t'as introduit les vaches quand tu t'es converti à la bio ? Moi, ça me donne une rotation hyper cohérente, une rotation sur 10 ans, où j'ai un certain équilibre entre les espèces animales, les espèces végétales, et puis voilà, un retour du fumier sur la terre, le fait que la pâture qui reste en place 3 ans, j'ai pas vu mieux dans mon historique de petit agronome, quoi. J'ai pas vu mieux au niveau résultat sur la culture suivante. Non. C'est une fauvette grisette. Ça ressemble à quoi une fauvette grisette ? Un petit piaf gris, c'est ce qu'il y a de plus commun dans les zones cultivées. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour toi, mosaïque paysagère ? La mosaïque. Tu vois, quand tu me parles de mosaïque, moi j'ai des couleurs. J'ai des couleurs qui s'affichent dans le cerveau, toute une multitude de couleurs. On agricole, je ne sais pas si tu as marqué, mais on ne travaille plus avec les couleurs du tout. Alors je dis ça parce que dans les verts, tu as un vert qui est couleur blé, tu as un vert qui est couleur pomme de terre, tu as un vert qui est couleur betterave. Et si tu passes par les couleurs, voilà, tu n'as plus que 3 couleurs dans les champs.
Bon, là, tu vois, tu as le ver du miscanthus, celui-là, il est imbattable. Si tu mets en place des plantes différentes qui restent plusieurs années, eh ben, tu travailles sur la mosaïque. Ouais. On est des artistes. Hein. Moi, il y a quelque chose qui, moi, je lève la tête là. Il y a quelque chose qui me fait froid dans le dos. Alors pas les éoliennes qu'on voit à perte de vue, c'est les hirondelles. Regarde. Pourtant là, il y a tout ce qu'il faut au niveau insecte. Il n'y a pas d'hirondelles. Il n'y a plus d'hirondelles. Voilà. Il n'y a plus de bruit en jaune. Il n'y a plus de bruit en broyé. 2005, on entendait avec Sébastien, on faisait des écoutes sonores, on entendait 28 espèces, tu vois. On se plante là ici, 5 minutes. Puis à l'oreille, on entendait 28 espèces. On a 18 aujourd'hui. Voilà. On a perdu 10. 10 en 20 ans. Tiens, regarde le merle qu'on vient de passer. Le merle, qu'est-ce qu'il fait, lui, le merle? Le merle, tout comme tous les turdidés, les griffes, tout ça, c'est un mangeur de limaces. Voilà. Ah bah, il faut lui donner le couvert, le gîte, pour pas avoir de problème de dégâts de limaces. Il n'y a pas de photo. Si t'as des limaces, pose-toi la question. C'est pour ça que c'est intéressant d'être chez Gonzague aujourd'hui, c'est que, ok, effectivement, il y a l'utilisation des pesticides qui va faire chuter les populations, notamment d'insectes par exemple, et par extension du coup les populations d'oiseaux ou tout ce qui prédate les insectes. Mais la raison principale de la disparition de la biodiversité, c'est quand même la disparition des habitats en fait. Donc justement la destruction des haies, vraiment tout ce qui est agrandir toutes les parcelles. Il n'y a plus de gîtes de couverts dont tu parles pour les animaux, alors qu'ils sont au cœur, enfin en tout cas du système de l'agriculture biologique. Hein. L'agriculture biologique, elle a besoin de la biodiversité. Et ce qui est vachement bien, c'est que l'approche de l'agriculture biologique va la favoriser. Donc ce côté de reparceller, refaire des petites parcelles, de les séparer avec de la haie, ça va permettre de retrouver de la biodiversité et ça tombe bien parce qu'elle va nous permettre justement aussi de réduire tout ce qui est intrant. Par exemple, les oiseaux vont pouvoir lutter contre certains ravageurs. On a certains insectes qui vont lutter contre d'autres insectes. Enfin, c'est vraiment... on redonne la place à la biodiversité pour qu'elle puisse aussi servir au bien commun, entre guillemets, et à l'agriculture. Je me suis toujours demandé, à partir de quel moment, à partir de quelle surface, quel pourcentage de ma surface que je consacre aux éléments fixes, je perds en rentabilité. Là, j'ai consacré 5 mètres sur 500 mètres. Ouais. Donc, il y a 30 arts là. Il n'y a rien qui rentre pour les 30 arts. Mais il y a rien qui rentre. Voilà. Mais il n'y a rien qui rentre sur la haie. La vache, elle va manger. Bon, il y a toutes ces notions d'environnement, mais c'est pas de l'argent sonnante et trébuchante, quoi. Et on n'est vraiment pas tourné là-dessus. On est vraiment tourné sur cet aspect-là. Alors, si c'est pas l'argent ton moteur, c'est quoi ton moteur? La vie. La vie, uniquement la vie. La vie pour les autres. La vie pour moi, mais la vie surtout pour les autres. Moi, je suis paysan parce que je fais de la nourriture. C'est de la nourriture que je fais. C'est pas de la viande, c'est pas des céréales, c'est de la nourriture pour les êtres humains. Quand je transmets de la nourriture, je dis aussi aux gens, ben voilà, moi ce que je fais sur mon exploitation, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc il y a cette notion de relais. Ouais. J'ai du mal à comprendre comment on peut encore s'entêter à ce point. S'entêter à quoi? Dans ce modèle économique dans lequel on vit. Parce que quand on aura pollué l'eau, quand on aura pollué l'air, la plus grande des difficultés à tout ça, c'est qu'on parle de l'invisible. On parle de l'invisible, la molécule dans l'eau, tu parles. Tu la vois pas dans l'eau. Dans ton légume, tu le vois pas. Dans ta viande, tu vois rien. Tu vois rien de tout ça. Ça serait marrant, tiens. Il faudrait avoir un colorant pour mettre de la couleur à tout ça. Pour voir. T'imagines un colorant bleu, tous les champs bleus, après avoir traité. Ou jaune, ou noir. Ça ferait d'autres mosaïques, là. Ouais, ça serait d'autres mosaïques, justement. C'est marrant que tu dis ça, parce que même au-delà des pesticides, comme tu dis, qu'on voit pas, c'est invisible, mais la chute de la biodiversité, c'est ça aussi, elle est invisible en fait. Parce que quand on parle de chute de biodiversité, on n'a pas un oiseau qui va mourir à côté de nous en fait. C'est juste qu'ils disparaissent peu à peu. Et du coup c'est pareil en fait, on se rend pas compte. C'est complètement invisible, donc on arrive à occulter, je pense, le fait de pas voir. Et alors s'il y a des gens qui écoutent et qui eux sont toujours dans un mode grande parcelle et qui réfléchissent
à mettre en place une mosaïque paysagère, ou en tout cas à réduire la taille des parcelles. Est-ce que y a des conseils que tu pourrais leur donner, ou des erreurs que tu as fait parce que tu as eu la mauvaise intuition et que tu pourrais conseiller de pas faire la même chose? Je serais tenté de te dire qu'il n'y a pas d'erreur. Tu sais, c'est comme tailler un arbre. T'inquiète pas, voilà, tu le tailles, l'année prochaine tu le rattraperas ou tu auras fait autre chose. Donc je pense pas qu'il y a d'erreur. Parce que si tu pars du principe qu'il n'y a pas d'erreur, tu vas faire quelque chose. Quel qu'il soit, une haie, une bande enherbée, quelle qu'elle soit, ça veut dire que tu as ouvert les yeux et que tu t'es rendu compte qu'il fallait faire quelque chose et voilà. Donc il n'y a pas d'erreur pour moi. En tout cas, avoir l'esprit ouvert. Ouais, c'est ça. Ouais, ouvrir, ouais. Et sortir du modèle. Cet épisode touche à sa fin. Si tu l'entends, le maire qui siffle un micro? Là, t'es hyper connecté, là. Dans tous les éléments fixes, là. Là, c'est le... C'est vrai que ça fait du bien d'entendre plein d'oiseaux. Ah ouais, en dehors de la forêt, parce que moi ouais. j'ai l'habitude de la forêt, mais là on n'est pas en milieu forestier et on entend quand même des oiseaux et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire quoi pour toi, hyper connecté? Comme Internet. Il y a du lien. Il y a du lien dans tout ça. C'est mon copain en fait. Le merde. Et alors là, t'entends des linottes qui passent. La fauvette. Ah, il y a du monde. On va récapituler. Pour moi, une bonne parcelle à taille humaine, c'est 5 hectares. La raison principale de la disparition de la biodiversité, c'est quand même la disparition des habitats en fait. Et l'équilibre, sur une culture annuelle, tu ne peux pas l'avoir. Donc tu ne peux l'avoir, enfin tu l'as temporairement, tu ne peux l'avoir que sur une haie ou un élément fixe. Tu vois, la haie là, c'est ma réserve en fait. Ma réserve d'insectes. Ce qui est vachement bien, c'est que l'approche de l'agriculture biologique, ça va permettre de retrouver de la biodiversité. Il y a une vache qui est dans le pré comme ça. Ça y est, je la vois. Je la voyais pas au début. Ça y est, je la vois. Exact. Ah ouais, exact. Faut rien s'interdire. Suivre son intuition. Ou l'écouter. Écouter son intuition. Et sortir du modèle. Et puis nous À une prochaine. Oui. en À contact plus. bientôt. Salut Gonzague. Salut. Salut Gonzague, merci. Salut Laure, je te propose de partir en Bretagne chez Bénédicte. Elle est éleveuse comme Gonzague et elle essaie de créer une ferme intégrée dans son écosystème pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour préserver la biodiversité. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique.